Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Marie-Michel Desmeules. On parle ensemble de sa vie assez rocambolesque. On parle de proxénétisme, on parle de justement comment elle a réussi à s'en sortir. On parle des ressources qui sont disponibles comme ça au Québec. On parle de l'aftermath, de tout ça. Vraiment, un podcast un petit peu plus touchant, un peu plus intense, mais quelque chose qui est très important dans la société actuelle. On parle de OnlyFans, de très, très belles discussions aujourd'hui. Si vous ne suivez pas encore le podcast Ordinaire, faites sûr de le faire sur Spotify, Apple Podcasts ou peu importe où vous écoutez votre podcast. Laissez aussi un 5 étoiles et sur ce, bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. C'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie, longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale. Vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Marie-Michel Desmeules au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Prise 2. Moi, je le dis tout le temps quand il y a des problèmes comme ça. On a eu un problème technique, on recommence de A à Z comme ça. Très content de t'avoir sur le podcast Ordinaire aujourd'hui. On se connaît, je vais dire de longue date, même si c'est pas vrai. Là, on se suit sur les réseaux on and off. Oui. Tu es quelqu'un de très public sur les réseaux qui parle de ton histoire. On parle de proxénétisme, on parle de gros sujets aujourd'hui, mais j'ai aussi envie qu'on aborde ça à la sauce du podcast Ordinaire. Fait que voir un petit peu plus toi avant, toi après, les ressources qu'on a au Québec. Fait que commençons avec ça avant même qu'on rentre dans le sujet. Qui était Marie-Michel dans le temps, dans le passé? Comment, avant qu'on aille dans ces gros sujets-là, qui étais-tu avant tout ça? J'étais très jeune. Oui? Moi, je suis une petite fille. Là, je parle de ça. Écoute, aujourd'hui, j'ai 44 ans, bientôt 45. Donc, il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Je suis née en 1981. Donc, je viens d'une époque où que moi, c'était complètement une autre génération. Jouer dehors. À 13 ans, je rentrais très tôt, à 8 heures. Il n'y avait pas de cellulaire. C'était cette époque-là de « j'ai pas de cellulaire ». On n'avait pas accès. Il n'y avait aucun réseau social. Je pense que tout ce qu'il y avait, c'était Mario Bros, là, Sega Genesis. Et j'écoutais Passepartout jusqu'à l'âge de 12 ans. J'étais une petite fille qui est très, très réservée, un peu renfermée, très timide. Je viens quand même d'une bonne famille, un père policier. Par contre, un père absent. J'imagine du rôle de policier classique comme... Oui. Et je viens d'un milieu où que... Tu sais, un peu les années 80-90, il y avait beaucoup de parents qui se séparaient. Je viens d'une génération comme ça. Petite fille très réservée, qui ne sait pas trop comment vivre sa colère, sa peine envers la séparation de ses parents. Très difficile à identifier dans ma tête que je vis de l'abandon paternel. C'est ça, je suis quelqu'une qui a plusieurs amis, mais toujours gênée, timide. Je viens d'un milieu quand même, d'un bon milieu. J'ai une très bonne maman, j'ai un frère très, très proche. Je suis quelqu'une qui adore la musique, qui adore les arts. C'est pas mal ça. Plusieurs amis. Vers l'âge de peut-être 18 ans, 19 ans, j'ai décidé de déménager à Montréal parce que mon frère habitait là et mon frère me disait tout le temps l'expression « sors des jupes à maman ». Ouais, j'aime ça. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, je suis très proche de ma mère. C'est un peu normal, pas de papa, tu sais, j'ai juste ma mère. Donc, je décide d'aller rejoindre mon frère à Montréal. À ce moment-là, tu sais, je prends même pas le métro, je prends même pas l'autobus. Moi, je continue à marcher à Montréal. Tu sais, je me trouve une petite job. Je travaille dans une charcuterie, dans une épicerie.
je suis quand même réservée encore. Il n'y a rien qui se passe. Là. C'est pas à ce moment-là. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est le début vraiment de Marie-Michel. Il n'y a pas rien qui se passe encore à ce moment-là. Là. Parce que justement, t'en parlais à Christine, comme tu l'as dit, tu viens pas d'un milieu qui est propice nécessairement à te rendre dans un milieu comme ça. J'aime beaucoup faire souvent des comparaisons pour dire, si tu connais mon histoire un petit peu par rapport à la prison, puis... Tu sais, ma mère était gardienne de prison, puis mon père était en foyer de groupe, puis on va en revenir parce que foyer de groupe, il y a eu beaucoup, justement, mon père, de jeunes filles et d'hommes dans ce milieu-là, appelons-le comme ça. Fait que je pense qu'on va pouvoir faire des parallèles avec ça. Toi, dirais-tu que par la suite, les actions que tu as posées ou autres, il y avait quand même quelque chose du background familial qui te poussait vers ça, ou c'est vraiment comme ça n'aurait pas dû se produire si on te prenait en considération de ta famille, il n'y avait absolument rien qui aurait pu dire que tu aurais fini dans un milieu comme ça? Bien, en fait, j'avais pas l'apparence d'une jeune fille et d'une jeune femme qui aurait pu. Tu sais, moi-même, honnêtement, quand j'avais 17-18 ans, je jugeais ces personnes. Ben, en fait, je connaissais pas l'exploitation sexuelle. Je jugeais les filles qui allaient danser. Tu sais, je comprenais pas ça. Puis je me rappelle, à une époque, j'avais une amie qui avait été danser, puis mon Dieu, je la jugeais. Puis j'étais comme, ben voyons donc, tu fais ça. C'est juste pour te dire que, vivant d'un milieu, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu m'arriver à moi. Mais si actuellement, avec mon détachement, la thérapie, tout ça, puis connaissant mes blessures, ayant un père extrêmement cadrant, sévère, l'abandon paternel, tu sais, d'avoir un père policier, ça change absolument rien, tu sais. J'ai quand même vécu de l'abandon paternel et d'un père très cadrant, d'un père qui me disait, ben tu vas finir ta vie autour d'un poteau, tu sais, qui m'insultait, qui me disait que je ressemblais d'une guenon, d'un père qui me disait, qui me mettait des standards de beauté très élevés. J'avais développé une peur de mon père et j'attendais mon père. J'avais besoin de mon père dans ma vie et j'avais pas l'exemple paternel. Je pense, pour une petite fille ou même pour un petit gars, c'est important d'avoir l'exemple paternel. Et moi, j'ai développé la colère envers les hommes très, très jeune. Donc, c'est pour ça que je te dis, mais si tu regardais, moi, j'avais une mère qui était extrêmement présente. J'ai été élevée dans l'amour. J'ai pas été élevée en mangeant des claques sur la gueule. Je suis pas une petite fille de DPJ. Tu sais, aucunement, là, pas du tout. Tu sais, jamais je me battais avec les autres. Je viens pas du tout d'un milieu comme ça. Mais reste que la blessure était ancrée. Puis la blessure est sortie plus tard. Je pense que c'est des choses, des fois, justement, que de l'extérieur, ou comme tu le vois pas nécessairement, surtout quand tout a l'air de bien aller. Mais comme tu le dis comme ça, qu'il y avait des blessures qui, peut-être étant jeune, t'es pas capable de mettre les mots dessus. Sentais-tu qu'il y avait une espèce de rébellion en toi qui avait besoin d'avoir lieu par rapport à ton père ou... Ben jamais j'aurais pensé... En fait, jamais j'aurais pensé que... Je savais que j'avais une peine, mais jamais j'aurais pensé que ça serait traduit comme ça. Oh non, jamais de la vie. Là. Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'arriver. Premièrement, je connaissais même pas ça. J'avais aucune idée que ça existait, moi. Moi, je pensais que la prostitution, c'était les filles qui faisaient le trottoir. Là. Moi, je pensais que c'était les filles qui faisaient Sainte-Catherine. Moi, c'était mon image. J'avais aucune connaissance. Je savais pas c'était quoi. Je veux dire, je connaissais pas ça du tout. J'avais aucune idée c'était quoi. Je savais pas. Puis honnêtement, je pense pas que mes parents ou ma mère pouvaient me préparer à dire, ben écoute, ça c'est... Tu sais, je veux dire, on parle d'une autre époque, là. On parle des années 90, là, tu sais, une adolescente, tu peux pas... Tu sais, moi, ma mère, elle voulait même pas que je me rase les jambes, là, tu sais, quand j'avais 13 ans. Non, je veux pas que tu te rases les jambes. Tu sais, c'est une autre génération. Tu sais, j'avais même les cellulaires, les padgets. Moi, quand j'ai embarqué dans le milieu, il y avait même pas de cellulaire. Tu sais, je veux dire, je connaissais absolument rien. Donc, il y avait rien qui pouvait prévoir que je pouvais me faire embarquer là-dedans, là. Absolument rien. Quand, justement, avant qu'on embarque dans l'histoire de comment ça a réellement commencé, tu l'as dit un peu, tu savais pas nécessairement c'était quoi, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... On entend proxénétisme, mais on sait pas nécessairement ce que c'est. On est-tu capable de mettre des mots là-dessus pour, justement, autant éduquer les gens que juste, tout simplement, moi-même, aujourd'hui, mettre un petit peu plus de chair autour de là sur ça? Oui.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le Ouais. proxénétisme. Là. Puis je trouve ça dommage parce que je me dis, mon Dieu, on a tellement évolué, puis c'est tellement important de savoir Ouais. c'est quoi le proxénétisme. En fait, le proxénétisme, en fait, j'utilise le mot anglais qui est pimp. En fait, un proxénète, premièrement, c'est illégal au Canada. C'est un acte qui est criminalisé. C'est illégal de pimper une fille ou pimper un gars aussi. Là. Ouais. C'est pimper des mineurs, peu importe. Tu n'as pas le droit de vivre des fruits de la prostitution. En fait, c'est... Bon, je vais te prendre comme exemple. Si moi, je décide de pimper Samuel et de te faire faire quelque chose contre ton gré, c'est le fait de te prostituer, OK. c'est-à-dire de te faire faire du travail du sexe. Toute forme de travail du sexe confondu, que ce soit du salon de massage, danser, de l'escorte, du OnlyFans, et que tu me donnes de l'argent. Et ça, moi, je peux te faire croire que je t'aime, te droguer, tout ça pour de la manipulation. OK. Et je peux te battre, te séquestrer. Tu sais, la manipulation, là, tout ça, c'est vraiment... en gros, là, c'est un peu ça, le proxénétisme. Je sais que c'est vraiment pas blanc et noir dans le sens où ces personnes-là vont utiliser mille et une tactiques. Oui. Puis sûrement qu'on va en parler par rapport à ton histoire, de justement, comme tu l'as dit, de dire qu'ils t'aiment ou whatever. C'est que c'est très subtil, Oui. je pense, Oui. le proxénétisme. Souvent, je pense que ça l'est pas tout le temps, mais dans plusieurs cas, ça a l'air très subtil parce qu'au final, c'est toi, c'est la jeune fille, c'est le jeune, l'enfant, qui fait les actions illégales. Oui. Puis l'autre, on voit pas nécessairement le rendu de qu'est-ce que lui va être payé ou etc., right? Oui, oui, oui. Ben, Ok. tu sais, aujourd'hui, on le voit plus, Ouais. mais à mon époque, moi, j'étais criminalisée. OK. Je pouvais être arrêtée et même, bon, tu sais, j'aurais eu un dossier criminel si à l'époque, tu sais, même moi, la police me courait après des fois, là, puis il me disait, je me rappelle, un policier me dit, un jour, je vais t'arrêter. OK. Et là, j'avais très peur, là. Tu sais, imagine, j'aurais eu un dossier pour ça, j'aurais pas trippé. Ouais. Aujourd'hui, je me rappelle plus de ta question, je m'excuse. Ben, j'ai envie de poursuivre par rapport à... Est-ce qu'il y a une différence à tes yeux? Puis c'est une question un petit peu indirecte par rapport... On a parlé tantôt de quelqu'un qui est payé en laissant l'autre personne offrir ses services, un pimp techniquement. De plus en plus, on voit d'OnlyFans. On voit des gestionnaires de comptes OnlyFans. On voit des genres de gérants ou des trucs qui vont gérer la carrière de ces personnes-là. Est-ce que tu penses que ça va aussi loin que ces gens-là, on les qualifierait de pimp? Ou est-ce que vu qu'OnlyFans, c'est un peu encadré comme étant légal? Tu comprends-tu où est-ce que je veux en venir un Ben, peu? Est-ce que... gérant de... Qu'est-ce que je... Non, je comprends pas le... Je pourrais pas dire au Canada si c'est une chose comme ça. J'en ai vu aux États-Unis. Ok. C'est vraiment des personnes, des agences ou autres qui gèrent la carrière de ces gens-là comme on gérait la carrière d'un joueur de hockey ou de... Est-ce que tu parles, exemple, comme un club de danseuses? Non, comme vraiment une personne qui va... Lui, il s'occupe de gérer les collabs, de gérer le compte OnlyFans. C'est lui qui répond aux gens. C'est lui qui... OK. C'est vraiment un gestionnaire de compte. C'est ça le terme. OK, je comprends. J'ai envie de te poser la question, ça m'a popé à la tête comme ça. Comment que toi, tu visualises ça? Parce qu'OnlyFans, c'est très controversé. Oui. Beaucoup de gens le font. On dirait que c'est la façon légale de faire du travail du sexe. Toi, c'est quoi ta vision? Ben pour moi, c'est de la prostitution, là. OK. Pour moi, ça reste de la prostitution. Est-ce que... Tu sais, moi, que tu travailles dans un club de danseuses, que tu sois escorte, que tu sois... peu importe, c'est de la prostitution. Ouais. Je veux dire, que tu fasses des films porno, c'est de la prostitution. Tout ce qui fait que tu vends ton corps reste de la prostitution. Moi, exemple, je décide à l'époque, je travaille dans une agence d'escorte, OK? Le gars qui met mes annonces, qui met les annonces, qui dit que je m'appelle Julie, que j'ai 22 ans, que bon, blablabla, qui prend une cote, qui me protège, est-ce que je le perçois comme un pimp? Oui. Ouais. Oui. C'est sûr que le gars, si je quitte, va pas me dire « fais ton chiffre », tu sais, mais reste quand même, que ça reste quand même une façon de faire, c'est quand même une façon, pour moi, ça reste quand même une façon, tu sais, Je comprends. est-ce qu'il pourrait avoir des accusations criminelles? Ça, je pourrais pas, tu sais, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas assez, tu sais, bon,
je sais pas à quel point la loi, mais par rapport au proxénétisme, oui, Ouais. ça reste à voir. Là. Je sais que pour beaucoup de gens, le mot prostituée, prostitution, c'est automatiquement lié à L'escorte. le sexe, l'acte complet. Non. Ouais, je veux dire. Oui, mais pas... Quand tu sors complètement du milieu et que tu as vraiment une réflexion, que je veux dire, tu sois danseuse, que je veux dire, tu sais, que tu te fasses caresser les seins, parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé dans des clubs straight. Tu sais, je veux dire, tu te fais demander des handjobs, tu te fais demander, tu sais, je veux dire que le gars, s'il y en a des demandes. Ben Puis oui, la c'est fille, ça. elle va t'en faire, tu sais, parce qu'elle veut plus faire plus d'argent. Tu sais, il y a des clubs à gaffe. Tu sais, ça finit plus, là. Ouais. Il y en a pour tout le monde. Puis toi, si tu veux faire un extra, ben tu vas le faire. Ça n'existe pas, un club straight. Je comprends. Tu sais, ça finit plus. Puis c'est de la prostitution. Mais je comprends que la fille, dans sa tête, qui est dans le milieu, qui n'est pas rendue au même cheminement puis au même détachement, ne peut pas le comprendre parce elle le vit elle-même. Tu sais, moi, j'ai sorti du milieu, j'ai une espèce de réflexion qui fait que, mon Dieu, j'ai donc bien fait faire vivre la violence à mon corps. Ouais. Parce que c'est pas des attouchements qui sont le fun, là. Tu sais, se faire toucher par un gars que tu connais pas, c'est pas trippant. Ça doit pas. C'est pas le fun. Non. Travailler dans un salon de massage, puis que le gars te caresse les seins, puis il faut que ça termine par un handjob, c'est pas le fun. Non. Il n'y a rien de super le fun là-dedans. Il n'y a rien qui est agréable. C'est pas quelqu'un que tu connais. C'est pas consentant. Il y a rien... C'est pas consentant. Notre relation n'est pas consentante. Il n'y a pas de désir. C'est pour ça que j'explique que pour moi, ça a été le viol dans l'escorte. Là. C'est sûr que ça, c'est le plus envahissant. Mais Ouais. il reste que tous ces parties-là, pour moi, c'est impossible. Je comprends. Avant de parler de ton histoire, Oui. est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Oui! Il y a les différentes boissons Mind Blow qui sont ici. Je sais qu'on a parlé un petit peu avant le podcast. Laquelle qui t'intéresse le plus? Ah, j'aimerais bien celle-ci, là. Vas-y, je te l'offre. Merci! C'est pas la plus, comme je l'ai dit, la plus froide de l'histoire. Ah, c'est pas grave. Moi, je vais dessus avec une sans caféine, mais qui a la même saveur que D'accord. toi Bon, aussi. je m'excuse pour le bruit. By the way, on partage le studio avec une mouche aujourd'hui. Ben oui. J'aime ça le spécifier parce que... Bienvenue à la mouche, tantôt. Bienvenue à la mouche. C'est Ah première fois sur le C'est un studio. invité surprise. Ouais, exact. Et boy, je m'en ai. OK, d'accord. Au moins, ça n'a pas explosé. Hey, je Cheers suis to that. contente d'écouter. J'avais super hâte d'écouter. Comme je te dis, j'aurais voulu te l'offrir froide, mais... Ben, c'est pas grave. J'ai hâte d'écouter. Je goûte la fraise. Ben, C'est fraise kiwi. c'est ça, je goûte la Elle va fraise. être un petit peu plus kiwi que fraise. Des fois, il y en a qui c'est très fraise. Nous, on trouvait que le goût de la fraise, souvent, c'est un goût qui est un petit peu plus artificiel que kiwi. Kiwi, on est capable d'aller chercher un peu plus d'arôme qui est meilleur au goût. Ben, moi, je goûte la fraise. Tu goûtes plus la fraise? Encore là, chacun a ses palettes. Ouais, c'est ça. Celle-là est très fraise, kiwi. La Chacun ses Saint-Catherine. palettes. Non, Ah, moi, c'est je goûte la fraise. Mais je trouve ça bon. Tant C'est mieux. sûr que froid, Ça serait meilleur. avec Là, du sur-glace. là c'est tablé. On prend une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est Shop Santé, qui à toutes les semaines, je vous présente différents produits qui sont disponibles chez Shop Santé. Et cette semaine, c'est les produits d'un de mes amis qui s'appelle Juju's. Juju ici, qui est la pâte à biscuits protéinée qu'on peut manger directement. Il y a une cuillère à l'intérieur, vous la mangez directement. Je pense qu'on peut la faire cuire aussi, ce serait à tester. 24 grammes de protéines à l'intérieur. C'est keto, il n'y a pas d'arachide. Bref, juste des aliments santé à l'intérieur. Et j'en ai amené plusieurs ici pour vous montrer. C'est des petits formats comme ça ici. C'est vraiment délicieux. Ils ont 3 différentes saveurs. J'ai pris double chocolat. Je sais qu'ils ont juste pépites de chocolat aussi. Ou sinon, il y a celle, la nouvelle, qui est caramel salé. Bon, j'ai cheaté un peu. Il y a déjà une bouchée à l'intérieur. Mais c'est vraiment super onctueux. C'est vraiment... Regarde, on fait du ASMR de nourriture aujourd'hui dans le podcast. Vous voyez, là, une belle texture comme ça ici, des petites pépites. Et tout est santé à l'intérieur. Il y a des fibres, il y a des protéines. Donc, allez faire un petit tour chez Shop Santé pour aller voir ça dans les collations protéinées dans le frigo. Juju, qui est pâte à biscuits protéinée. C'est excellent. Je manque la qu'une live. De retour à l'épisode. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est bon. Parlons J'ai de ton hâte. histoire. Oui, excuse-moi. Parlons de ton histoire parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus aussi, Oui. à savoir, on a parlé un petit peu de ton passé, comment ça se passait. C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui se passe? L'école, c'est fini ou t'es à quel moment dans ta vie? Puis c'est quoi justement l'élément déclencheur, la personne déclencheur ou toi-même, ton action qui a mené à malheureusement te lancer dans ce milieu-là?
Oui, dans le fond, je m'excuse, là, il y a des petites bulles. Oui. Pardon. Donc, je suis l'élément déclencheur. OK. Bien, en fait, j'avais rencontré une fille qui, elle, s'avait payé, un voyage en Inde. Puis elle avait fait du salon de massage érotique pendant 6 mois. Son histoire, elle, s'arrête là. OK. Il n'y a pas plus, il n'y a pas rien. C'est vraiment 6 mois. Elle s'est payé un voyage en Inde. Et moi, j'avais vraiment un profil là, très bohème, très... tu sais, j'ai toujours trippé sur les arts, comme je t'ai dit auparavant. Ouais. Et moi, je dis, ah, je vais le faire. Je veux me ramasser des sous pour me payer un voyage en Europe. J'ai toujours trippé là-dessus. Puis j'étais un petit peu tannée, tu sais, de... Tu sais, j'habitais à Montréal. J'étais comme, ah, tu sais, moi aussi... Et là, je décide, je regarde dans les pages, les pages du Journal de Montréal, ce qui est interdit maintenant, ça n'existe plus. Et je vérifie dans les pages du Journal de Montréal et j'appelle pour me booker dans un salon de massage qui était dans Hochelaga. Et je vais toujours me rappeler, à ce moment-là, j'avais fait 200 $ dans je pense, une journée de 12 heures. Et j'étais, mais pour moi, à l'époque... Ben, ça doit être beaucoup à l'époque. Oui, et moi, j'étais tellement contente d'avoir fait 200 $. Et malheureusement, le 200 $ s'est transformé 2 mois plus tard en... Puis ça, je l'ai expliqué souvent en conférence. C'est un peu, tu sais, l'image de la plante carnivore, là. Tu sais, tu viens te déposer ici et clac, la plante se referme sur toi, tu sais. J'ai absolument rien vu venir. J'ai pas vu la game arriver, moi. J'ai rien compris. J'avais changé de salon de massage. Je me suis ramassée dans un salon de massage en Saint-Léonard qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais rencontré une fille qui était mon amie. Elle m'explique qu'elle fait ça depuis qu'elle a 14 ans. Moi, je suis là, mon Dieu, tu sais. Mais encore là, tu sais, je suis trop jeune, je comprends pas. Et me dit des choses, tout ça, et me présente à certaines personnes. Moi, j'avais jamais consommé là, dans ma vie, tu sais. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fumé un petit peu de cannabis, puis là, j'ai comme fait « Ouh! » Mais j'ai jamais consommé. Jamais, jamais, jamais. Et me présente des gens, tu sais, qui sont... En tout cas, moi, je savais pas, là, tu sais, qui étaient comme peu fréquentables. Et je me dis, ça te tente-tu d'aller au Area, qui est un ancien after hour? Puis moi, j'ai dit, écoute, là, moi, OK, je vais y aller, tu sais. Et décide, me dit, ça te tente-tu de faire un speed? Mais j'ai dit, moi, j'ai jamais fait ça, là. Là, j'ai dit, OK, notre entente était, si je prends un quart de speed, là, si je bats de trip, tu m'amènes à l'hôpital. Et à ce moment-là, ce que je me rappelle, c'est que il y avait un gars qui, à ce moment-là, je ne savais pas, qui était un méga proxénète. Puis il y avait comme un autre méga proxénète. Et il y avait plein de gars autour. Et mais moi, comme le speed me donnait comme, wow, tu sais, j'entendais la musique, je tripais. J'étais comme dans un autre... Tu sais, ça m'a comme donné un effet de bien-être. Ouais. Parce que là, j'entendais la musique, puis j'étais vraiment dans un autre monde. Puis là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, 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 vraiment aimé ça. Et à ce moment-là, je savais pas qu'un des gars qui était là était un méga pimp, là. Je savais pas. Ouais. J'avais aucune idée c'était qui. Et que l'autre gars aussi était un méga pimp, je le savais pas non plus. Un petit peu plus tard, quelques mois se passent, ce gars-là se fait poignarder à plusieurs coups de couteau. Et moi, je le considère comme un ami, tout ça. Et là, j'ai comme un petit peu d'empathie parce que je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est pas drôle. Moi, je le considère comme un ami. Tu sais, je réalise pas encore, là. Et je me dis, ah, tu sais, si tu veux, je vais y aller avec toi à Niagara. Et ce qu'il me demande, tu sais, ce que ça l'engendre, si je vais à Niagara, c'est d'être escorte. Mais moi, j'ai jamais été escorte de ma vie. Et là, il me demande, il fait faire mes cheveux, il fait faire mes ongles, c'est tout. Et j'arrive à Niagara et je me rappelle, m'envoie faire un client et je me rappelle, c'est sûr, ça fait très longtemps, mais ce que je me rappelle, c'est que la chambre était très années 70, que c'était genre orange et brun et que le monsieur était genre couché dans son lit et que j'étais incapable, j'étais figée. Honnêtement, je me rappelle même plus si j'étais capable de le faire.
ou que ma réaction, je pense que j'ai pas fait le client parce que ça fait très longtemps puis que j'ai eu peur. Et que j'ai dit à ce proxénète-là, j'ai dit, je veux m'en retourner à Montréal. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais téléphoné ma mère en comptant une menterie, là, évidemment, et elle m'a envoyé de l'argent pour que je revienne à Montréal. OK. Et ces gars-là m'ont dit, tu dois nous rembourser l'argent qu'on a investi sur toi et tu m'as fait perdre l'argent et blablabla. Donc, à ce moment-là, moi, j'habitais avec mon frère dans un appartement à Montréal. Et moi, j'avais excessivement peur de ces gars-là parce que, bon, il s'est fait poignarder puis que je sais qu'ils sont dangereux. Et comment je devais faire de l'argent rapidement? J'ai été faire de l'escorte. Et j'ai pris beaucoup de drogue pour faire de l'escorte. Ils sont venus chez mon frère pour prendre l'argent et ils sont pas revenus. OK. Et j'ai toujours continué à faire de l'escorte, là. Est-ce que tu veux que je continue? 100%. OK. Donc, j'ai toujours continué à faire l'escorte extrêmement sous l'influence de la drogue. Puis, ça devenait comme de moins en moins difficile parce que j'étais complètement dissociée de mon cerveau. Là. Ouais. Je pouvais pas, il fallait que je sois détachée de ma tête. Là. Et à un moment donné, j'ai été dans une autre agence et je me suis fait recruter pour aller aux États-Unis par une autre gang de proxénètes. Et j'ai été aux États-Unis pour être escorte, GFI. À cette époque-là, à Montréal, ça n'existait pas, le terme GFI. OK. Donc, ils décident de me prendre en photo, tout ça, m'envoyer à Toronto, tester la marchandise. Et moi, je suis OK. Et ça me traumatise énormément à ce moment-là d'être GFI. C'est quoi GFI, juste pour tout le monde? Je vais te dire vraiment, c'est quoi, je vais pas dire comme c'est girlfriend experience. Dans le fond, c'est comme l'expérience de copine, là. OK. En fait, tu dois faire des fellations sans condom. Tu dois embrasser le garçon et tu dois te laisser caresser avec... te laisser... je sais pas comment l'expliquer, mais tu dois te laisser embrasser les parties intimes. OK. Et c'est très traumatisant. Tu sais, moi, je voulais pas, là. Tu sais, parce que moi, être escorte à Montréal, c'était... Tu ne fais pas de fellation, tu sais, fellation avec condom et tu t'embrasses pas un client, là. Tu fais ça le plus vite possible, puis merci, bonsoir, là. Et donc, faut que tu te dises que moi, ça me traumatisait de faire ça, là, tu sais, d'embrasser un gars, de faire une fellation... Puis, tu sais, il y a les dangers aussi, là, tu sais, je veux dire, tu peux, tu sais, c'est très traumatisant. Et là, ils m'ont dit, écoute, ils m'ont renvoyé ici, ils m'ont dit de passer le test, ils m'ont fait faire des photos professionnelles et ils m'ont envoyé à Los Angeles. Et là, c'était énormément de clients, là, c'était, tu sais, honnêtement, ça fait longtemps, mais ça pouvait aller jusqu'à, tu sais, 17 clients par jour. Fait que 17 clients par jour, GFI, pendant peut-être 3 semaines. Et là, mettons, tu étais, exemple, à LA, tu pouvais être à Santa Monica, tu pouvais aller à San Francisco, tu pouvais aller, tu pouvais changer de place. Tu pouvais aller à New York, tu te promenais un petit peu partout, là. Et c'est toujours comme un peu sans protection. Okay. Et moi, j'étais à jeun parce que on avait ça comme des escortes de luxe, là, à cette époque-là. Et c'est non-stop, là. T'sais, c'est un client à l'air de l'autre et le client pouvait avoir comme 2 services en 1 heure. Puis tu avais des critères très élevés. Là, tu ne pouvais pas recevoir le client. Il fallait que tu sois bien en rhum. Tu ne pouvais pas peser. Tu devais être un standard de beauté quand même élevé là, pour l'époque. Là. Et tu pouvais aussi avoir des bad reviews. Là, puis moi, on disait souvent, on dirait que t'aimes pas ça. Ben, c'est sûr que j'aime pas ça. Puis moi, je voulais, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des envies de m'enlever la vie, parce que j'étais à jeun, là. Puis je savais pas à ce moment-là, moi, dans ma tête, que je pouvais arrêter, parce que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Parce que te souviens-tu à ce moment-là, puis encore là, tu peux pas parler pour tout le monde qui sont dans ce milieu-là, mais qu'est-ce qui fait que tu restes pris là-dedans? Je veux dire, toi, est-ce que tu as vécu de la violence ou des menaces ou des choses? Je sais qu'il y en a qui c'est ça, puis on le voit souvent à la télé, dans les films, dans les
qu'est-ce qui fait que tu es pris là? Puis encore là, je sais que tu ne sais pas à ce moment-là, comme tu le dis, que tu peux quitter ça. Mhm. Puis je sais que ça fait beaucoup d'années aussi. Mais ton état d'esprit, comme sur un day-to-day, Ouais. comme ça, À qu'est-ce ce que tu te dis? Tu es juste en mode survie automatique, puis Ouais, ben oui, premièrement, je suis complètement dissociée. Deuxièmement, j'ai peur. Je sais même pas que je peux m'en sortir. Je sais pas quoi faire. J'ai peur. Tu sais, je pense que si quelqu'un aurait pu venir me sauver, je pense que c'est ça le miracle, là, tu sais. Mais il n'y en avait pas de miracle. J'étais pris, tu sais, à Los Angeles, comme sauvez-moi, parce qu'en plus, si moi je me faisais arrêter là-bas, c'est sûr que je m'en allais en prison, là. Ouais. Fait que j'étais pris à l'autre bout du monde, escorte, en plus je fraudais de l'argent, aidez-moi quelqu'un, tu sais. J'avais peur, évidemment, parce que eux, ils étaient ici, là. Tu sais, eux, c'est toute de la fraude, là. Tu sais, j'étais pris comme dans un cercle extrêmement vicieux. À un moment donné, j'ai eu comme un wake-up call. Et, tu sais, à ce moment-là, bon, je vais expliquer, peut-être que les gens ne connaissent pas Western Union, mais à cette époque-là, c'était Western Union, tu sais. OK. J'ai transféré de l'argent à quelqu'un ici pour qu'il m'achète un billet d'avion. OK. Et j'ai décidé de me sauver. C'est ça que j'ai fait, parce que j'ai dit, là, je vais me tuer. Et je suis revenue ici, et là, j'ai eu des menaces de ces gars-là. Et je me suis servi un peu de mon père, tu sais, de l'image de mon père. Pas parce que mon père était présent, mais l'image du rôle de policier. Parce que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'sais? Ouais. Je vais me servir de la police, mais mon père n'était pas là. Mais moi, c'est juste ça que je me suis servi parce que il me disait, tu sais, tu peux pas t'en aller de même, tu faut que tu y retournes, on va t'envoyer. Mais écoute, ça a fonctionné, là, le rôle que mon père était une police. Et je pense 3 semaines après, je rencontrais lui, donc je suis tombée amoureuse, là, mon dernier proxénète. OK. Et ça a été le clou dans le cercueil. Ça a été la fin du début, tu sais, ou le début de la fin. Sentais-tu que c'était justement comme un pattern qui revenait directement dans les actions que tu faisais, dans le sens, tu sais, tu l'as dit, là, des gens qui t'ont été autour, t'as voulu être gentil, comme tu te traînais dans le milieu qui, sans le savoir, pouvait t'amener à ça, par ces gens-là qui étaient là, que tu savais pas. Là, tu me dis 3 semaines plus tard, comme ça, que tu tombes amoureux de cette personne-là. Je sais qu'eux, ils ont des méthodes, ils ont des façons de faire. J'essaie de comprendre l'état d'esprit, tu sais, que je sais qu'il... Tu vas peut-être me dire que oui, c'est vrai, mais comme, tu sais, une personne brisée, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, tu l'étais. Comment tu l'étais? Oh oui, j'étais avec les envies de suicide, les affaires, puis... J'étais complètement brisée. J'étais démolie, plus là, dissociée, complètement cassée en... J'étais plus là. Puis comment lui est venu te chercher? Ça a été très facile pour lui parce que ça n'a pas été long, là. Premièrement, je traversais la rue, dans le fond, Saint-Hubert et Jean Talon. Puis moi, j'ai toujours eu quand même du caractère, là, tu sais. J'ai jamais tombé en amour avec un proxénète. Jamais. Et il me laissait passer avec sa voiture. Et je me suis comme tassée sur la rue, excuse-moi, c'est Jean Talon. Et là, je marchais. Il me dit, excuse-moi, est-ce que je peux te parler? Là, je dis oui. Il me dit son nom. Bon, en tout cas, on a commencé à parler et ça l'a pris comme ça. Et c'est pas quelqu'un qui m'attirait physiquement. Il a dit le mot qu'il me trouvait belle et il m'a dit qu'il voulait fonder une famille. Okay. Et je pense, là, aujourd'hui je le sais, mais là je te dis qu'à l'époque, il est allé chercher ma faille, qui est la faille que j'ai été blessée dans l'enfance, que j'avais un manque d'amour paternel. Et là, ça a été... Oh, il m'a touchée. La mouche est vraiment intense. Hein? Elle est vraiment intense. Oui, elle fait le tour de nous. Elle écoute l'histoire à fond. Et... Puis, tu sais, c'était pas quelqu'un, là, qui... Non, il y avait rien de plus qu'un autre. Il était pas... C'était pas ça, là. C'était vraiment le mot... Puis, tu sais, je savais même pas que c'était un proxénète. Parce qu'au début, je lui demande son prénom. Là, il me dit, mon prénom, c'est Polo. Et là, il me dit, non, gars, je vais te dire mon vrai prénom. Il me sort son permis de conduire. Je vois son vrai prénom.
Puis là, il me dit, veux-tu que j'aille te porter? Il est allé me porter, tout ça. Et ça l'a pris... tu sais, ça, c'était au mois de septembre, là. Et au mois de décembre, il m'a demandé d'aller travailler pour lui. OK. Mais tu sais, à ce moment, tous les moments qui ont... Tu sais, j'ai jamais travaillé pour lui, là. Fait qu'il Puis prend son temps. Oui, il prend son temps. Et il m'offre tellement de cadeaux. Tu sais, des fleurs, des chaînes, une chaîne de taille avec mon... Tu sais, le M pour Marie-Michel avec un diamant. Tu sais, après ça, le P de polo. Tu sais, j'avais tellement de bijoux, là, je me rappelle plus. Le gros manteau, les bottes avec toute l'effigie de la gang de rue, tout ça. Il m'interdit de porter telle couleur parce qu'il ne faut pas que je porte telle couleur parce que si on gagne, c'est ça, puis tout ça. Puis là, j'ai OK. Mais je l'aimais tellement. Il me demande d'aller me faire tatouer. Il me mentionne qu'il aimerait ça que je sois tatouée en haut des fesses et en haut des parties intimes. Là, je suis comme OK. Finalement, je me suis fait tatouer, tu sais, en haut de la poitrine. Mais je l'aimais tellement. Quand il m'a demandé d'aller travailler pour lui, c'était trop tard. Moi, honnêtement, encore aujourd'hui, je pourrais te dire, pour ce gars-là, j'aurais pu marcher sur les genoux de Montréal à Québec, là. C'est fou de penser de... Tu sais, tu te dis, ça fait 8 ans que je suis en relation. Mm-hmm. Demain, on s'aime éperdument. Là. Oui, oui. Mais demain, je lui demande ça, puis elle me dit ta gueule. Là. Tu sais, Ben, ça fait sûr. aucun sens. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose que ces gars-là comprennent, puis savent. Puis ils savent, je pense, qui targeter. Puis tu l'as dit, ils prennent leur temps. Puis est-ce que toi, quand même, avec du recul, un moment donné, tu commences à voir le pattern que c'en est sûrement un, que tu savais qu'il était dans des gangs, dans ça. Est-ce qu'à un moment donné, il y a juste un... tu fermes les yeux volontairement? Ben, en fait, à un moment donné, tu sais, j'ai... Ben, volontairement. Parce que tu sais qu'il est dans pas un bon Mais entourage. tu sais, à un moment donné, tu sais, je l'aime. Il y a plusieurs signes. Tu sais, il y a un de ses amis qui sort de prison pour prostitution juvénile. Je le sais pas. Tu sais, je le vois sortir de prison. Il y a le gars, il y a une Mercedes avec les portes lambeaux, tu sais, qui lève de main. Moi, je suis là. Le gars, ça fait 7 ans qu'il est en prison. Il y a une... Tu sais, moi, j'allume pas encore. Tu sais, je suis tellement manipulée. Tu sais, puis en même temps, il me terrorise tellement. Tu sais, je suis tellement... Mais il y a plusieurs signes qu'à un moment donné, je commence à être tannée, tu sais, de l'emprise, que sur moi, de la violence qui me fait vivre. Mais ça a été long avant que je dise, je suis plus capable. Ouais. Puis le moment où que, tu sais, moi, j'ai été hospitalisée, là. Tu sais, je veux dire, je suis tombée enceinte de lui, tout ça. J'ai perdu l'enfant. Tu sais, je me dis, mon Dieu, une chance que j'ai pas eu un enfant avec lui. Tu sais, avec tout ce qui se passe, là, tu sais, est-ce que j'aurais dénoncé? Est-ce que, tu sais, mon enfant aurait demandé à le voir? Est-ce que j'aurais été capable de le dénoncer? Tu sais, ça aurait été super difficile. Mais le jour que j'ai été hospitalisée, moi, ma mère est venue me voir, puis ma mère est atteinte de la sclérose en plaques. Okay. Puis elle m'a dit, tu vas-tu t'en aller? Puis j'ai dit, je te le promets, maman, je vais m'en aller. Et ça, c'était peut-être au mois d'octobre. Et au mois de mars, je me sauvais complètement de mon logement. Et j'ai été poursuivie pour décarpissement. Là. Aujourd'hui, c'est réglé. Là, la police s'en est occupée parce que j'avais pas le choix de me sauver. Là. Moi, je me suis pas sauvée comme babaye. Là. Je me suis sauvée parce que tu voulais que je fasse quoi? Là? Ce gars-là, je pense qu'il... Puis c'était dur parce que je l'aimais aussi, mais j'avais conscience qu'il fallait que je parte. Ça a été très dur avant que je décide. Ça a pris 5 ans avant. Parce que moi, je réalisais pas encore. Je réalisais pas ce que j'avais vécu. Je savais que j'avais vécu de quoi de... Je le savais, là, que j'avais très honte de ce que j'avais vécu. J'avais fait très honte d'en parler aux gens. Puis je me disais, mon Dieu, de qu'est-ce que j'ai l'air... de mon apparence physique, les choix qui m'avaient poussé à faire, les implants mammaires qui étaient très disproportionnés, la honte que je vivais, j'étais pas bien. À un moment donné, je suis allée chercher de l'aide, Puis j'étais même pas capable... C'est là que je réalisais que j'avais vécu de la violence sexuelle, que j'avais subi des viols,
que j'avais subi beaucoup de choses, mais j'étais même pas capable de... Tu sais, justement, tu disais, tu sais, ma blonde me dirait ça, elle me dirait « fuck you », ben, tu sais, je commençais à réaliser, là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait « Hey, est-ce que tu salope? » Là, j'ai fait, tu sais, mes fils se touchaient, là. Les gens m'insultaient, puis là, mes fils se touchaient parce que j'étais plus capable d'entendre ces mots-là, parce que ça me ramenait à lui. Puis un jour, moi, c'est ça, j'ai décidé, tu sais, d'aller porter plainte. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, moi, là. Aucune idée. Moi, je pensais que... En fait, j'allais même pas porter plainte pour porter plainte, je pense. Moi, j'allais déposer, comme je m'en viens me déposer parce que j'ai besoin d'aide. Mais je suis venue porter plainte et j'avais aucune idée que c'était quelqu'un de connu, là. OK. Tu sais, ce gars-là, que c'était un proxénète qui attendait juste qu'une victime, puis que je savais pas. Qu'est-ce que ça a démarré justement comme processus? Honnêtement, ça a été atroce. Atroce. J'ai vécu une procédure qui a duré 5 ans, qui était très médiatisée. Je sais pas pourquoi ça a été médiatisé, honnêtement, j'ai aucune idée. Tu sais, il m'en a fait baver, là. Tu sais, ça a été... il a demandé l'arrêt Jordan, qui est une arrêt de procédure quand quelqu'un qui est accusé, puis ça fait plus de 3 ans, il a le droit de demander une arrêt de procédure. Ça a été refusé. Il disait qu'il trouvait ça dur de jouer aux jeux vidéo. Puis je me disais, mon Dieu, si ça avait... Puis je voudrais rajouter qu'il y a une deuxième victime aussi qui s'est rajoutée, là, tu sais. Je pense que, honnêtement, là, ça c'est dur, mais je pense qu'il y avait 19 chefs d'accusation. Après ça, il a demandé d'aller devant jury. Après ça, il a échangé pour aller devant juge. Là, on m'a expliqué que quand tu choisis jury, puis après ça, tu choisis d'aller devant juge, tu peux plus changer, là. OK. Fait que ça l'a étiré pendant 5 ans. Fait que c'était très dur pour moi, là, tu sais, même, tu sais, de vivre la procédure judiciaire, tu sais, on m'a montré des photos de filles nues qui n'étaient pas moi. Moi, j'ai demandé le paravent parce que je voulais pas le voir. On m'a refusé le paravent. Tu sais, je trouvais ça aberrant. Je disais, voyons, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est ça, tu sais, il y a eu sa sentence en 2019, 8 ans de sentence. Comme 25 ans au registre des délinquants sexuels. Je pense qu'un an après sa sentence, 1 an et demi, il a demandé sa libération conditionnelle. Là, j'ai capoté. C'est sûr. Quand que je me suis présentée, puis quand je l'ai vu, je le reconnaissais même pas, là. Ça a été refusé. Toutes ces demandes de libération conditionnelle ont été refusées. Il a été libéré à son 2/3. 21 jours plus tard, 21 ou 27 jours plus tard, il a fait un bris de condition, il a été remonté. Il a fallu que je me présente encore le 5 mars dernier devant les commissaires. Il a été remis en transition communautaire. Peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi une transition communautaire, là. Ouais. C'est une transition qui appartient au service correctionnel. C'est un peu comme la longévité de la prison. Puis, en ce moment, honnêtement, j'ai décidé de lâcher prise parce que je vais me rendre malade. Ouais. Je pense qu'à un moment donné... Non, j'ai tout fait, là. Puis il termine sa sentence en 2027. OK. Ça s'en est quand même assez rapidement aussi. Oui, mais, tu sais, j'ai lâché prise, là. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que j'avais à faire? Tu sais, qui continue, ça m'appartient pas, malheureusement. Ouais. C'est ton choix dans la vie. Tu sais, toi, tu as fait un choix, je veux dire, tu as changé, tu as eu des prises de conscience parce que tu es foncièrement une bonne personne. Tu fais ce que tu veux dans la vie, ça t'appartient. C'est comme ça chez les êtres humains. Donc, c'est ça, là. Toi, avec tout ce recul-là, de voir, encore une fois, je sais que tu as eu beaucoup appelons des blackouts, des PTSD, des moments où est-ce PTSD, que c'est carrément ça. Et tu es quand même capable de voir certains signes que tu aurais peut-être, je sais pas, d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes hommes qui doivent faire attention ou des choses que tu le sais que toi, tu as tombé dans le panneau. Puis, tu m'en parlais au début, tu jugeais beaucoup ce milieu-là, ces choses-là. Ça peut être même aller dans cette question-là, à voir comme... À quel point ça a été facile d'embarquer là-dedans aussi rapidement? C'est quoi les signes qui peuvent... Puis je dis ça, puis je vais dire, tu sais, j'étais jeune, mettons, là, puis j'avais des chums qui allaient danser, puis il y en a plusieurs la majorité de mes chums sont sortis de là. Il y en avait qui faisaient des bachelorettes, qui faisaient des choses, puis les gars, tu sais,
On enlève tout le temps le... C'est jamais grave. Mhm. Ah, Je comprends. Mais Puis je sais que c'est souvent ça, les gars. C'est souvent juste une couple d'années. Il y en a qui sont un peu plus longues que d'autres, mais la majorité, en tout cas de ceux que moi je connais, ils quittent le milieu à un moment donné. Je sais que les femmes, c'est souvent pas la même chose. Fait que je relance ma question par là. C'est quoi les signes que tu penses que les femmes, surtout les femmes, doivent faire attention pour pas tomber dans le panneau de ce milieu-là, puis surtout de pas en rester aussi? Parce que c'est un milieu qui a l'air de s'escalader tout le temps. c'est tellement difficile. Parce Grosse que, question. tu sais, la jeune fille mineure... Tu sais, moi, je vais t'expliquer pour moi. Moi, il voulait pas que je consomme de la drogue. Donc, j'étais à jeun. J'avais pas le droit de boire d'alcool. Tu sais, moi, premièrement, mon problème, moi, c'était la drogue. Tu sais, moi, aujourd'hui, ça fait 19 ans que je consomme plus de drogue. Ok. Tu sais, mais moi, il voulait pas que je consomme de drogue. Il y en a d'autres qui vont faire consommer. Ouais. Ils vont te faire fumer du crack pour être capable de t'avoir... Pardon. Vraiment, ça fait... Le pardon, pétillant, hein? Le pétillant. Donc, tu sais, ils peuvent t'avoir par, évidemment, le charme, tout ça. Tu sais, c'est souvent, tu tombes en amour. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on fait tout le temps la sensibilisation de... tu sais, c'est toujours la même chose. Ils vont te bourrer de cadeaux, te ci, te ça. Puis rendu là, tu sais, souvent, ils vont te donner de la drogue pour... Moi, tu sais, c'était pas la drogue. Moi, c'était long. Il y a plusieurs, tu sais, peuvent te recruter sur les réseaux sociaux, beaucoup sur TikTok. Il y en a beaucoup qui sont sur TikTok, sur Snapchat. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, moi, c'est une autre génération, Ouais. mais je le vois sur Snapchat. Tu sais, même sur TikTok. Tu sais, il y a eu des reportages là, qui s'est fait, il y en a sur TikTok. Il faut faire attention. Il faut vraiment être à l'affût du danger. Il y en a qui vont toucher les mineurs parce que sont plus fragiles, mais encore là, il y en a qui ont 35 ans, qui sont encore fragiles. Tu sais, la fragilité, Ouais. on peut être tous être fragiles. Il n'y a pas de... Ah, tu sais, tu peux être une fille d'un bon milieu, il n'y a pas personne qui... Ils ont tous une manière de venir te chercher. Je pense que c'est beaucoup l'appât du gain aussi. Tu sais, Oui, encore c'est une sûr fois, tu sais, je veux qu'eux, ils dire, ont la pas du gain, Ouais. là. quand tu sais. j'étais jeune, les affaires que j'ai fait, je les fais pour ça. Oui. Puis on dirait que je suis capable de voir des jeunes femmes prendre ce même genre de décision-là. Puis souvent, comme tu l'as dit, je pense que d'aller salon de massage, danser, whatever, on dirait que c'est le bottom of the line. Fait que c'est comme, ben, je vais juste faire ça. Fait que c'est l'appât du gain, mais qu'après ça, à un moment donné, peut-être que tu deviens gourmand, tu deviens gourmande, ou que tu te laisses peut-être par la drogue ou par autre chose, qu'à un moment donné, t'es comment t'as dit ça tantôt, déconnecté, tu sais, T'es dissocié. Ouais, parce c'est que ça. t'as pas le choix que ton cerveau se dissocie. Parce que, je veux dire, tu peux pas être... impossible. T'as pas du Ouais. fun réellement. Ah là. non, mais je veux dire, tu peux pas... Mon Dieu, c'est tellement violent. Tu sais, tu peux pas avoir du fun, là. Je veux dire, tu sais, c'est du fake tout le long, là. Tu sais, tu veux juste que ça finisse. Mais moi, tu sais, je veux dire, je parle pour moi et de toutes les femmes que je connais qui sont des survivantes, là, Ouais. qui ont été extrêmement traumatisées de ce milieu-là, tu sais, qui ont des traumatismes encore aujourd'hui. Il y en a qui ont été dans le milieu 20 ans, il y en a qui ont été dans le milieu 5 ans, il y en a qui c'était 2 ans. Tu sais, il y en a tellement de femmes qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur, C'est sûr. qui sont, tu sais, comme ça. Ils ont tellement peur de parler à visage découvert. Tu sais, tu sais, mais c'est ça que ça fait, là. Ouais. C'est la honte, c'est la peur de se faire reconnaître. Mais tu sais, quand tu y penses, de ne pas avoir honte de ce qu'on t'a fait, là, tu sais. C'est eux qui devraient avoir honte. Puis eux, effectivement, c'est l'appât du gain, mais ils sont tellement méchants qu'ils vont aller se servir des femmes, tu sais. Mais ils se prennent de tellement de façons. Tellement de façons. Je suis pas sûr qu'il y en a aussi des fois que. Tu sais, comment que t'es retombé dans le panneau, techniquement, avec cette personne-là. Puis de. Mhm. Tu sais, j'en vois des fois des hommes ou des femmes qui. Tu sais, on dirait qu'ils ont un type. Tu sais, tu sais, la fameuse femme qui retourne tout le temps vers le bad boy, qui va tout le temps vers un gars qui a des problèmes, qui a ça. Je pense que de ton côté, ou des femmes qui ont été victimes comme ça, de tomber amoureuses d'un proxénète ou autre, je pense que c'est une autre réalité, c'est pas exactement ça. Mais le vois-tu quand même, c'est comme si à cette époque-là, un bon gars serait venu vers toi, tu l'aurais peut-être, tu sais, tassé dans le sens où t'aurais... Je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire par là, mais pour dire comme si
sans le savoir, ce que tu recherchais, c'était ce type de personne-là. J'aurais jamais voulu d'une bonne personne. OK. J'étais morte à l'intérieur, premièrement. Là. J'étais tellement morte. Je savais même plus j'étais qui, là. Honnêtement, puis même mon enquêteur me dit, tu sais, Marie-Michel, si je serais venue te voir, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis probablement que je t'ai renvoyé chier à ce moment-là, tu sais. Mais, tu sais, je pense que si, à ce moment-là, une intervenante m'aurait dit, Marie-Michel, tu veux-tu que je t'aide à t'en sortir? Là, j'aurais dit oui. Mais parce que je savais pas, tu sais, il y avait comme pas d'aide. Mais si on m'avait dit, Marie-Michel, tu veux-tu que je t'aide à t'en sortir? Tu sais, là, j'aurais dit oui. Mais que mon enquêteur serait venu me voir à cette époque-là puis qu'elle me dise, hey, là, je l'aurais probablement envoyé chier, là. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai un respect infini envers elle, là. Mais tu sais, à ce moment-là... Fait que c'est une elle, c'est une enquêtrice. Oui, OK. j'étais vraiment contente que ce soit une femme qui Ouais. mette les menottes. J'allais te poser la question, tu avais dit un enquêteur, puis tu avais dit une intervenante, whatever. Ouais. Je me disais, est-ce que justement, tu aurais été ouverte à ce qu'une femme t'aide, mais pas un homme, vu cette espèce de... À ce moment-là, ben, tu vois, moi, j'ai eu un enquêteur au début qui était extraordinaire. Mais tu sais, j'ai pas eu l'approche police, là, patrouilleur, là, pas du tout. OK. C'est des enquêteurs qui sont excessivement très bien formés, qui ont une approche quasiment intervenant, tu sais, sont très, très sensibles, là. Tu sais, sont formés, là. Ouais. C'est pas genre, qu'est-ce que tu t'es fait là, pourquoi tu t'es fait... Tu sais, c'est pas ce genre-là du tout, là. Ils sont très, très calmes, sont sensibles, c'est pas... Puis moi, tu sais, je veux dire, je l'adore, là. Tu sais, mon premier enquêteur, là, tu sais, c'est quelqu'un de très humain, là. Il comprenait comment je me sentais, là, Ouais. puis que je paniquais, puis que c'est des gens sensibles, là. Tu peux pas être dans ce milieu-là puis pas avoir de cœur, là, Non. tu sais. On parlait des ressources, Oui. justement, puis que tu dis qu'il y a beaucoup de moments que t'en avais pas, tu savais, non, ou tu savais pas, ou... Encore une fois, c'est mon mot du jour, avec du recul, ou avec peut-être après cette expérience-là, les années qui ont passé aussi. Ça ressemble à quoi les ressources qui sont mises en place, puis est-ce que, à ton avis, il y en a suffisamment, ou est-ce qu'il y a vraiment un manque flagrant encore à ce jour de ce côté-là? Il y en a. Est-ce qu'il en manque? Toujours? Oui, toujours. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation encore? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'intervenants qui sont formés? Je te dirais qu'il manque beaucoup de formation partout. Il y a un manque de la formation policière. Puis ça, c'est important que je le dise parce que c'est vrai. Ouais. Il y a besoin que les policiers soient encore plus sensibilisés. Puis je te parle de patrouilleurs, là. Mais il y a des ressources qui existent, oui. Puis tu sais, que tu sois encore dans la prostitution, que tu sais, il n'y a pas un organisme qui va dire « Hey, fuck you, on te prend pas, là. On va te prendre pareil. Ouais. » Parce qu'on peut pas te dire « Arrête. » Tu sais, on te prend au moment où tu es rendu dans ta vie, puis c'est à toi, tu sais, c'est comme quelqu'un qui consomme, là. Ouais. Tu sais, on peut pas te dire « Arrête de consommer. » Non, tu sais, on te prend au moment où tu es rendu dans ta vie, puis c'est toi qui fais ton cheminement. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu comme ça, là, tu sais. C'est comme la violence conjugale. Même si tu rechutes, c'est à toi de choisir quand tu vas. Il y en a, les organismes, mais selon moi, c'est faux. Il faudrait que le gouvernement investisse de plus en plus, mais il y en a. Tu sais, je peux les nommer. Si tu veux que je les nomme, je vais les nommer. Si tu veux les nommer avec plaisir. Ben, c'est sûr, dans la région de Québec, il y a la Maison de Marthe, qui est un organisme qui aide les femmes qui vivent l'exploitation sexuelle. Puis il y a une maison aussi d'hébergement. Il y a aussi à Montréal la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Et ça, je dis que tu sois encore... Bonjour la mouche. Qui aussi, la clé, ça s'appelle la clé, OK? La clé a aussi un toit pour elle, qui est le premier centre là, d'hébergement. Là, c'est du court terme, mais ils vont avoir du long terme. Donc, ça va être des appartements pour les femmes aussi. Puis ça, c'est bien. OK. Tu sais, tu vas être logé. Ils font de l'accompagnement. Il y a les CALAX aussi. T'sais, les CALAX, c'est le centre d'aide pour femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Ils t'accompagnent aussi. Tu as aussi le phare des affranchis. Ouais. Tout ça, ça se trouve en ligne, là. Ouais. C'est ça. Peut-être j'en oublie, mais je te dirais que c'est eux autres, là, principalement, qui sont actifs. OK. Puis, tu sais, c'est sûr, quand tu veux porter plainte, j'encourage à aller vraiment, pas porter plainte, mais vraiment te diriger vers les enquêteurs spécialisés en exploitation sexuelle. Puis ça, ben, tu
T'en as à Laval, Gatineau, Québec, Montréal, Longueuil. Sinon, il y a la Sûreté du Québec. J'imagine que ça peut passer aussi par les ressources que tu as nommées qui peuvent Oui, peut-être les autres vont t'enligner vers t'aider. ces... Tu sais, tu peux contacter un CAVAC aussi. Tu sais, c'est ça. OK. Puis pas obligé de porter plainte pour recevoir de l'aide de l'IVAC. Là. OK. C'est ça. OK. Deux petites questions qui Oui, sont vas-y. peut-être... c'est pas hors sujet du tout, mais c'est hors peut-être histoire. On mentionnait tantôt un petit peu l'exploitation qui était illégale. J'imagine que la prostitution elle-même est illégale aussi, right? Parce que si Non. on voit dans les films, les femmes sur le bord de la rue, les policiers qui passent à côté, ils les arrêtent pas, mais tu sais, des fois ils les avertissent. Ou on a parlé un petit peu tantôt qu'il y en avait déjà un qui te l'avait dit qu'elle était arrêtée un jour, quelque chose du genre. C'est quoi cette dynamique-là de... Puis toi, c'est peut-être différent, l'escorte. Je me l'escorte, c'est plus t'es placé avec des clients versus la prostitution pure et nette qui est dans la rue. Puis encore là, tu Non, peux c'est- démentir mes... Ouais, non, là, c'est... Je suis très... Ouais, non, mais c'est correct. Je suis là pour ça aussi. Oui, 100%. Ben, tu sais, la prostitution... En fait, la prostitution, en tant que telle, a été décriminalisée en... Attends, là, je ne vais pas me tromper. En 2014, c'est l'année, dans le fond, que j'ai porté plainte. OK. À mon époque, moi, j'étais criminalisée. OK. Peu importe que tu aies un proxénète ou tu n'aies pas de proxénète, tu étais criminalisé. Donc, OK. tu pouvais te faire arrêter et avoir un dossier criminel. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus criminalisées. Donc, je me dis, tu sais, au moins, il y a ça qui, tu sais, je veux dire, la fille, elle peut plus se faire arrêter, là. OK. Tu sais, je trouve qu'au moins, il y a ça qui est bien, parce qu'avoir un casier judiciaire, c'est pas le fun, là, tu Je sais. suis d'accord. Ben, c'est ça, c'est pas agréable. Puis tu le sens pas comme si c'était une mesure qui pouvait donner l'envie d'arrêter? C'est un choix. Encore là, tu peux Ouais. pas forcer quelqu'un à arrêter. Je comprends. Moi, je dis, tu sais, il faut vraiment que ce soit ta décision. Tu sais, moi, ça a été mon choix. Il n'y a pas personne qui m'a forcé, là. Ouais. Il a fallu que je sois prête. Au moment, c'est comme quand tu portes plainte. Tu sais, je veux dire, puis pas parce que tu portes pas plainte que c'est pas correct. C'est correct aussi si tu veux pas porter plainte. Ouais. Mais, tu sais, moi, je pense que ça... Tu sais, moi, si je m'aurais fait arrêter, j'aurais pas aimé ça. OK. Tu sais, j'aurais aimé ça que plus que le policier me dise, tu sais, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Mais à cette époque-là, c'est C'était sûr pas que c'était pas ça, là. C'est sûr que c'était pas ça, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus sensibilisés à savoir si c'est correct. Mais encore là, je pense que je généralise beaucoup, parce qu'il y en a encore, tu sais, certains patrouilleurs qui vont pas agir comme ça. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, il y a la loi aussi, C-36, qui fait que... Il est là, c'est quoi ça? Ouais, mais... Tu sais, les femmes vont dire « Ah, aujourd'hui, tu sais, les policiers arrêtent les clients. » En fait, il y a cette loi-là qui est passée, mais en fait, ils arrêtent les clients de mineurs. OK. C'est plus ça qu'ils vont viser. Ils arrêtent les clients de mineurs, là. OK. Fait que, tu sais, des fois, les filles sont comme « Non, mais c'est vraiment... Puis c'est plus avec le SPAL, le service de police de Longueuil, là. OK. Fait que le reste, non, comme tu dis, c'est vraiment décriminalisé. Oui. Mais c'est le proxénétisme qui lui va. Le proxénétisme, non, ça, c'est vraiment illégal, là. Puis, tu sais, je veux dire, il faut que ça soit illégal, là. Définitivement. Oui. Mais parce que, tu sais, on les voit, tu sais, les salons de massage, des trucs, ça, je veux dire, ça c'est là depuis toujours. C'est un peu sketch. Tu sais, tu vois ça, puis t'es comme... Tu sais qu'est-ce qui se passe dedans. Fait que Oui, t'es oui, comme... tu le sais. Ça, c'est légal? Mais oui, je comprends. Ouais. C'est comme un peu... Là, tu sais, je veux dire... Je pense que c'est ça, comme le borderline de société. Là. Comme Ouais, un peu là, c'est maintenant, ça, avec tout tu sais, ce qui est la drogue légalisée, autre, c'est bien pour plein de choses, c'est moins bien pour d'autres choses. Je pense... C'est rendu compliqué, tu sais. Puis je Ouais. suis pas spécialisée non plus dans les lois, puis Ouais, dans ouais. le gouvernement, puis qu'est-ce que, tu sais. Mais en même temps, tu sais, le but, c'est pas de frapper sa fille, là. Exact. Tu sais, le but, moi, c'est que la fille, tu sais, c'est plus savoir si moi, si la fille est correcte, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, la fille, jamais... Parce que moi, j'ai déjà été dans cette position-là. Je voudrais pas qu'on me juge, je voudrais pas qu'on me fasse du mal. Ouais. Tu sais, le but, c'est juste que la fille, elle soit correcte. Je comprends. Puis quand elle va avoir besoin d'aide, qu'elle puisse connaître les organismes pour aller chercher de l'aide. Ouais. Le but, c'est pas d'être jugée, tu sais. Parce que cette personne-là elle a des parents, elle a ci, elle a ça, Ouais. tu sais, c'est ça. Si on met tantôt un petit peu ma question par rapport à OnlyFans, Oui.
Moi, je suis quand même assez vocal là-dessus. Là. Il y a Je t'ai plusieurs... déjà entendu parler, d'ailleurs. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que je me tasse un petit peu des scandales là, depuis quelques temps. J'ai une grosse opinion, probablement depuis que j'ai ma fille aussi, dans le sens où, tu sais, en tout cas, de mon côté, je pense que tout parent, ça vient comme ça. Puis j'ai été élevé à la vieille, fait que pour moi, j'ai envie que ma fille ait une job conventionnelle. Puis encore là, elle prendra ses décisions, puis ce sera une décision quand elle aura l'âge. On est loin de ça, puis tant mieux. La réalité, c'est que je trouve que c'est trop accessible de mon côté. Mais encore ça, c'est mon opinion. Puis je respecte les gens qui prennent la décision de le faire ou autre. De ton côté, comment est-ce que tu vois ça dans un point de vue? Ou est-ce que tu le sens que ça peut peut-être apporter plus de sécurité dans ce domaine-là, vu qu'il y a peut-être justement, il n'y a plus dans le bar avec le client sur place, avec le proxénète sur place. Tu es peut-être chez vous avec ta caméra, tu as décidé que tu voulais vendre ton corps, vendre tes photos, faire de l'argent. Le vois-tu comme un petit degré de sécurité de plus? Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais je veux dire, des photos ou des films, ça reste à toujours sur Internet. Ouais. C'est possible qu'un jour, tu veuilles changer ta vie. Puis qui est derrière toi, ça se peut qu'il y ait un proxénète. Ça se peut. Fait que pour moi, j'ai la même vision que toi. Là. Okay. Aujourd'hui, j'ai cette vision-là. Quand j'étais dans le milieu, j'aurais peut-être pas compris parce que j'étais tellement... Mais tu sais, je vais pas juger quelqu'un qui le fait parce que je suis qui pour juger, puis je vais respecter son cheminement, mais je suis dans la même vision que toi. Ouais. Parce que je ne souhaite pas qu'une fille prenne cette décision-là. Et je ne pense pas que quelqu'un, un jour, se lève le matin et se dit « Bon, ben moi, je vais décider de me prostituer. » Je pense pas que c'est une décision éclairée puis que tu dis vraiment « Moi, je vais me lever. » Je pense que c'est un cheminement. Ouais. Puis c'est pas moi qui va te juger. Mais si je me dis, un jour, quelqu'un a besoin d'accompagnement, je suis là. Ouais. Mais je pense pas, tu sais, je veux dire, faut que tu comprennes que ton vidéo, que tu l'aies fait ton porno, tu l'aies fait en 2000, il est encore sur les réseaux. Il va être toujours là. Que tes photos, ils vont être encore là. Ouais. On est rendu en 2025. Tout est leak, tout est... Parce que moi, c'est surtout l'accessibilité, qu'est-ce qui vient désensibiliser le fait que tu as 18 ans, puis c'est ton premier... Puis je comprends de vouloir plus d'argent, puis de vivre la vie que tu veux, puis de tout payer. Tu sais, la vie est rough, là, je le sais, là, financièrement, c'est pas facile. Puis je comprends ce vouloir-là, mais je suis pas capable de comprendre de se fermer 100% à... Personne veut work hard, personne veut travailler 40 heures, puis tout le monde veut avoir sa journée de libre pour être avec qui ils ont envie d'être, puis ça, je peux le comprendre. Est-ce que c'est la vie? Je pense pas. Non. Puis d'un autre côté, c'est quand c'est trop facile, je pense que ça vient avec des conséquences souvent. Ah, ça vient avec d'énormes conséquences. Ouais. Puis je pense pas que la personne voudrait vivre que les conséquences que j'ai eues. Ouais. Puis le nombre de filles qui je te dis qui parlent pas, parce que là, on voit le glam, mais... On arrête, on le sait pas. J'ai vu de quoi dernièrement, là, c'est les filles, c'est gros bateaux. C'est pas encore là, je généraliserai jamais. Ouais, mais des fois, c'était un post qui disait ça comme derrière, des fois, du glam puis des belles photos. On sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Non. Ouais. Tu sais, j'en ai des frissons, là. Ouais. Tu sais, c'est épouvantable. C'est clair. Tu sais, j'en ai des frissons jusque dans le visage. Ouais. Tu sais, c'était pas ça. Moi, dans la vie, c'était pas ça que je voulais, là. Ouais. C'est pas ça que je voulais du tout. J'aurais jamais pensé vivre ça. Puis je ne souhaite ça à aucune jeune fille, femme. Je pourrais même pas accepter que dans ma famille, ça puisse se passer, là. Je virerais folle. Je pense que je ferais de la prison. C'est pas quelque chose que je peux pas. Ça me ferait mal, c'est comme si tu me poignarderais de bord en bord. Là. Fait que non, c'est pas quelque chose que... C'est pas un choix. Ça peut pas être un choix. C'est parce que je pense que c'est vraiment comme... Tu peux même pas réfléchir, c'est l'argent. Oui, puis c'est... Il y a pas le mot prostitution, il y a pas... Les gens se disent pas « je m'en vais vendre mon corps sur le coin de la rue ». Non, c'est trop... je vais juste prendre une photo. Je vais juste... Ben, tu dis, tu sais, c'est l'argent. Ouais. Puis là, tu penses à moi, tu sais, c'est ça. C'est la part du gain, là. Oui, puis c'est les réseaux sociaux qui alimentent ça de par comment est-ce que ces personnes-là se font voir, ben c'est par du contenu, puis c'est de montrer l'argent, fait que les autres, ça les influence à, tu sais, les influenceurs, les gens qui influencent, ben il y a des influenceurs du sexe. Oui. Puis ça amène ça, puis, fait que bref, je sais qu'on pourra en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi, puis que quand t'as une petite fille, ça fait peur, tu sais, c'est genre l'affaire, t'es comme, t'as pas envie. Non, mais je te comprends parfaitement. Je ne suis pas capable d'avoir d'enfants et je pense que c'est mieux comme ça parce que je capoterais ma vie. Je pense que je serais comme non, tu serais attaché sur une chaise jusqu'à tes 30 ans. Je serais pas capable de gérer ça, je pense. Si on termine ensemble aujourd'hui, justement, tu es très vocale sur les réseaux. Oui. Maintenant que
ce bout de ta vie-là, je pense qu'elle va jamais se terminer, mais est terminée. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, puis à toi de me reprendre là-dessus, mais le procès, les affaires, etc., c'est quoi ton objectif avec ce que tu fais en ligne? Je sais que tu fais beaucoup de sensibilisation, je sais que tu fais beaucoup de capsules, beaucoup de podcasts comme ça. Toi, c'est quoi ton objectif? Puis c'est peut-être quoi le reste de ta vie? Comment que tu le visualises de ce côté-là? Des fois, je me le demande beaucoup en ce moment. Là. Ouais. Je me dis... C'est beaucoup de questions en ce moment. Je me dis, est-ce que je continue de faire la sensibilisation? C'est sûr que c'est tellement important pour moi. Ouais. Je peux pas laisser ça aller. Je peux pas. Faut être la voix que les femmes... faut être la voix de celles qui peuvent pas parler. Ouais. Je pense qu'il faut que je continue vers ça, mais il faut que j'apprenne à mettre mes limites, ce qui est très difficile, parce qu'on n'a pas respecté mes limites dans ma vie. C'est normal, mais il faut que je sois capable de mettre mes limites. Donc, je pense que je dois continuer d'une certaine façon. Je suis impliquée dans plein de comités, tout ça. Je suis très activiste. C'est ça. L'avenir me le dira. On verra. C'est pas facile, de dire, OK, je m'en vais où? On verra bien. Mais je te souhaite le meilleur du monde. Ben merci. À toi aussi, d'ailleurs. Merci. Avec ta fille. Oui. Mais je suis persuadée que ça va bien aller. Je pense aussi. Puis encore une fois, je pense même quand les choses vont pas comme que tu veux nécessairement, tu sais. Mais tu es présent. Oui, ça définitivement. Tu vas faire le mieux que tu peux. 100%. Ouais. Marie-Michel, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite, comme je te l'ai dit, le meilleur pour la suite. Merci, c'est gentil. Je vais suivre ça avec attention. Merci. J'espère que vous avez aimé l'épisode du podcast ordinaire d'aujourd'hui. Marie-Michel a été super généreuse de son temps. Ça a été vraiment des gros sujets assez intenses, mais je trouve que c'est vraiment important de parler de ce genre de sujet-là dans la société actuelle. On a parlé de beaucoup de choses. Toutes les ressources qu'on a abordées vont être disponibles dans la biographie de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous aussi, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles, Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Laissez un petit commentaire aussi si vous avez des différents invités que vous aimez qu'on reçoive. Vous pouvez l'écrire. On lit l'ensemble de vos commentaires. Merci beaucoup de supporter le podcast ordinaire et à la semaine prochaine. Bye guys.